En attendant, on va en parler. On va notamment parler plus généralement de l'état d'urgence avec Asif Arif. Bonjour, notre invité, avocat au barreau de Paris, spécialiste en liberté publique. Vous êtes l'auteur de France-Belgique, la diagonale terroriste, aux éditions La Boîte à Pandore. Alors ce matin, pour le tout premier Conseil des ministres du gouvernement Édouard II, le projet de loi antiterroriste a été discuté par les membres du gouvernement. C'est un texte destiné à sortir de l'état d'urgence. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes de ce projet de loi? Alors il est destiné à sortir de l'état d'urgence, mais on a plus l'impression qu'on y rentre par la voie du droit commun. Pourquoi? Parce qu'on entérine en fait tout simplement toutes les dispositions qui étaient prévues par l'état d'urgence. Les perquisitions, bon, on fait intervenir le JLD, mais encore une fois, on ne comprend pas ce que ce juge de la liberté de la détention, qui est un juge privé, viendrait faire dans une mesure administrative et préventive, puisque normalement le juge de la liberté de la détention intervient dans une mesure pénale. Et ensuite, il y a un certain nombre de terminologies qu'on a changées pour que ça passe un peu mieux, mais au final, et en fin de compte, on revient toujours à la même chose, l'assignation à résidence qui a été maintenant appelée mesure de surveillance et qui désormais, les assignés n'auront plus à pointer 3 fois, mais ce sera simplement une fois, mais ça ne change pas, encore une fois, le problème de fond, qui est le principe même de l'assignation à résidence qui s'adosse en fait sur une suspicion à l'égard de certaines personnes. Alors 3 de vos clients sont des personnes assignées à résidence, justement, dont un depuis l'instauration de l'état d'urgence. Vous estimez que cette personne, puisque vous la défendez, n'est pas dangereuse pour l'ordre public ? Alors, la chose est plus complexe que ça. Effectivement, moi, en tant qu'avocat de cette personne, j'estime totalement qu'il n'y a pas de menace de l'ordre public qui est liée à ce client. Maintenant, les choses sont un peu plus compliquées. Le problème, c'est que lorsque l'on va devant une juridiction, et elle est là la réalité de l'état d'urgence, parce que l'assignation à résidence se justifie également parce qu'elle est contestable devant une juridiction. On va devant cette juridiction, mais cette juridiction, c'est rares sont les cas où le juge administratif a annulé une assignation à résidence. Et ils sont assignés pourquoi ces gens-là? En fin de compte, dans les notes blanches, on trouve quoi? On trouve qu'ils auraient été les amis d'eux ou ils auraient été en relation avec. Mais qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on met en place une police de fréquentation maintenant? Désormais, fréquenter des gens, c'est devenu un délit. Enfin, vous voyez, il y a plein de paramètres qui peuvent expliquer cette fréquentation. Ça peut être des amis d'enfance, ça peut être des personnes qui se sont retrouvées par la suite. Ça ne veut pas pour autant dire que tout le monde est terroriste. Et avec la multiplication, en plus, des loups solitaires et des profils qui se radicalisent en 2 jours express, est-ce qu'aujourd'hui, franchement, on peut avoir la certitude de ne pas être assigné à résidence? Alors, ça va devenir vraiment très limite au niveau des libertés publiques quand même. On va justement revenir sur l'exemple de lundi avec cette tentative d'attentat sur les Champs-Élysées. Le conducteur, je le disais il y a quelques instants, fiché S, conduisait avec un véhicule bourré d'armes et d'explosifs. Cette personne n'aurait-elle pas dû être assignée à résidence? Alors justement, faisons le bilan de l'état d'urgence. Voyons combien il y a eu d'attentats jusqu'aujourd'hui, tirons les leçons du passé, c'est-à-dire combien il y a eu d'attentats et combien de personnes étaient effectivement assignées. Donc il y a un problème de tir, c'est-à-dire qu'on ne tire pas sur les bonnes personnes, visiblement. Et en plus de ça, je pense qu'il y a également un ajustement à avoir dans les mesures, c'est-à-dire que cette personne qui se promène avec des kilos et des kilos d'explosifs et qui est fichée S, pourquoi elle n'a pas une interdiction de port d'armes ? Pourquoi ça n'a pas été envisagé comme mesure? Vous voyez, je pense qu'on trouve les mauvaises solutions pour des situations qui pourraient s'y prêter. Mais on va trop dans l'excès. Et aller trop dans l'excès, c'est renier toujours et encore un peu les libertés qui nous sont concédées par la Constitution, par la Déclaration des droits de l'homme, parce qu'il ne faut pas oublier que si on se revendique pays des droits de l'homme, au bout d'un moment, il va falloir en garantir l'effectivité. Et avec l'état d'urgence, le fait qu'il rentre à travers ce projet de loi, j'ai plus peur que l'on tende vers un pouvoir policier et un État policier, plutôt que vraiment un État qui garantit les libertés fondamentales. Voilà, vous qui défendez des personnes assignées à résidence, comment vivent-elles cette condition au quotidien? Mais elles la vivent très mal. Vous imaginez, on reproche à des gens d'avoir été en contact avec quelqu'un, mais ça veut tout et rien dire. Est-ce que parfois elles peuvent le comprendre, justement? Non, elles ne le comprennent absolument pas. Parce que, vous savez, ce que l'on reproche à ces assignés à résidence, c'est également très flou. Ça se base sur des notes blanches des services de renseignement. Ces mêmes notes blanches ne définissent pas ce qu'il faut entendre par islam radical. Ça veut dire quoi, islam radical? Le type qui fait ses 5 prières par jour, et ça y est, tout d'un coup, il est devenu islamiste radical. Il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut définir des critères. Et ça pose problème même au juge. Le juge ne sait pas ce que c'est que l'islam radical. Le juge ne sait
pas ce que c'est le Je suis salafisme. d'accord avec vous, mais finalement, ne vaut-il pas mieux trop prévenir plutôt que d'être face à justement quelqu'un qui serait capable d'agir, de passer à l'acte? Il faut justement prévenir. Il ne faut pas tomber dans la psychose généralisée. Parce que le but, sinon nos services secrets, franchement, ils font le travail de manière vraiment bizarre. Je pense qu'on a des services secrets compétents. Je pense qu'on a d'autres moyens à mettre et à d'autres endroits et pas dans les mesures d'assignation à résidence. Pourquoi on ne renforce pas le parquet antiterroriste? Pourquoi on ne renforce pas les moyens au sein des services de renseignement qui ont une quantité d'informations à analyser, mais qui n'arrivent plus à l'analyser tant la quantité est importante? Selon vous, pourquoi? Mais je ne sais pas, c'est à Édouard Philippe qu'il faut poser la question, c'est au gouvernement Macron qu'il faut poser la question. Je pense que on s'attache, encore une fois, je crois que l'idée de ce gouvernement, c'était de se dire on va sortir de l'état d'urgence par la grande porte, mais en fin de compte, on sort par la toute petite porte. Et une toute petite porte, franchement, je vous le dis, on est en train de faire rentrer... Finalement, il ne s'agit que d'affichage, selon vous. Quand on parle de cette nouvelle... C'est de la cosmétique. C'est de la cosmétique. Après, c'est vrai, et je ne vais pas trahir le projet de loi parce que je ne suis pas là pour ça, le projet de loi amène certaines atténuations à un certain niveau. Le fait que le JLD intervienne, c'est une bonne chose, on ne va pas renier, on ne va pas cracher dans la soupe. Mais encore une fois, c'est pas non plus le projet de loi tant attendu de sortie de l'état d'urgence. C'est pas une sortie de l'état d'urgence. La nouvelle garde des Sceaux qui vient de remplacer François Bayrou est votre ancienne professeure de droit, Nicole Belloubet, donc qui remplace François Bayrou. Comment était-elle et surtout, avez-vous une petite anecdote à nous livrer sur elle? Alors, comment elle était? C'était une personne d'abord très... C'est toujours... Vous êtes toujours en contact avec elle? J'ai perdu contact avec elle, mais j'ai été en contact longtemps, même après ma première année de droit, quand elle enseignait le droit constitutionnel. Et effectivement, c'était une personne qui était passionnée, d'abord, et on sentait que c'était une brillante constitutionnaliste. D'ailleurs, elle a été membre du Conseil constitutionnel. Et puis, je pense que ce serait une brillante garde des Sceaux, parce que c'est une personne qui est éminemment humaine, et ça, c'est très important de nos jours. Et puis, c'est également, je pense que Nicole Belloubet est une personne qui est extrêmement qualifiée. Et c'est ça le plus important et c'est ça ce dont on a besoin. Et pour l'anecdote, je crois que je me souviens du dernier amphi où elle nous a fait une citation de Paul Éluard pour nous dire qu'on était des étudiants géniaux et qu'elle disait qu'en fait toute la pédagogie, elle la tenait de ses étudiants. Donc encore une fois, je pense qu'elle saura faire la même chose avec les Français. Merci beaucoup Asif Arif d'avoir été notre invité. Restez sur